Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce débrief du Grand Prix d'Italie. Je suis en compagnie de Pierre Mestet. Salut Pierre. Salut Clément, salut Thomas et salut à tous. Et tu l'as dit, en compagnie de Thomas Felizardo. Salut Thomas. Salut Clément, salut Pierre, salut à tous. Alors messieurs, nous allons débriefer ce Grand Prix d'Italie 2022, remporté par Max Verstappen devant les deux Ferrari. On reviendra bien évidemment sur les conditions de cette victoire en fin de course, mais j'aimerais d'abord votre avis général sur cette course, puisque on avait un refrain qui arrivait dans les années 2010 de dire que parfois Monza c'était un peu ennuyant, écrasé par une voiture, notamment par la domination de Vettel ou plus tard des Mercedes. Et ces deux dernières saisons, on avait eu deux Grands Prix d'Italie quand même assez incroyables, entre la victoire de Pierre Gasly et celle de Daniel Ricciardo. 2022 nous a un peu ramené à la normale. Et je vais commencer avec toi Thomas. Qu'est-ce que tu as pensé de cette course, on va dire du tour 1 au tour 47 ? Effectivement, tu l'as dit, on n'était pas au niveau des éditions même de ces dernières éditions depuis 2017 ou 2018 avec des grosses batailles pour la tête. Je pense à Leclerc-Hamilton ou Raikkonen-Hamilton et évidemment les décisions complètement folles de 2020 et 2021. On n'en était pas à ce niveau-là, ça restait une édition agréable à voir. Il y avait des dépassements, il y avait quelques surprises, en particulier côté midfield, il y avait des belles remontées à voir, puisqu'on avait quand même trois pilotes de premier plan qui partaient dans la deuxième moitié de la grille, dont deux carrément en fin de peloton. Donc c'était intéressant à voir, c'était sympa. Il y avait un petit peu d'incertitude, on se demandait comment Ferrari allait pouvoir foirer sa victoire, donc ça restait une édition à voir. Pierre, sur ce début de course qu'on a eu. Assez d'accord assez d'accord avec l'analyse de Thomas. C'est vrai que pour la tête de course, on va dire jusqu'à la mi-course, on a assez vite compris qu'il y avait quand même de fortes chances que ce soit Verstappen, soit au jeu de la stratégie, soit sur la piste. Au moment où Leclerc rentre au tour 33, Verstappen était quasiment à 5 secondes et il remontait quasiment à coup d'une seconde au tour. Donc si ça s'était pas réglé via le pit stop, ça se serait réglé sur la piste. Et puis une fois reparti, même avec des softs, on a bien vu que il y avait quelque chose, c'est-à-dire au niveau de la Ferrari, elle était beaucoup moins performante que ce qui était peut-être prévu ou ce qu'on avait peut-être entreaperçu au moment des essais. Donc c'est vrai que après fallait se concentrer sur le midfield. Thomas l'a souligné. Moi il y a cette bagarre Ricciardo, Gasly et De Vries avec Guan Yu Zhou juste derrière. Franchement c'était très très intéressant, il se passait pas grand chose, mais c'était intéressant. Il y avait Hamilton, Perez, Sainz qui partaient du fond de grille pour différentes pénalités. Ça je sais pas si on pourra en toucher un mot, mais il y a une réunion qui est quand même prévue, il me semble, dès demain, par rapport à ces pénalités moteurs, où en fait la grille officielle a été publiée uniquement ce matin, donc ça a été un joli bazar. Ouais, et si je peux te couper là-dessus Pierre, moi j'ai trouvé que la grille n'était pas forcément compréhensible. Moi j'avais estimé une grille hier, moi après les qualifs, et je vois que sur internet on était plusieurs à avoir la même grille que celle que j'avais fait, dont motorsport.com édition France. L'édition anglaise avait une autre grille juste après les qualifs, et il y avait encore 2-3 personnes sur Twitter qui étaient dans des rédactions internationales qui avaient la même grille, qui donnait en particulier Verstappen 4ème avec les pénalités de Sainz et Hamilton, donc ça le faisait remonter, et de Perez, ça le faisait remonter de 3 places. Et finalement, on a eu une grille qui n'était pas du tout celle-là. Donc il y a quelque chose qui est clairement pas clair à mon sens sur la façon dont la FIA applique les pénalités. Alors à tort ou à raison, ça je sais pas, je prends pas débat quelque part, ou tant mieux, Verstappen avait 5 places de pénalité, il a reculé de 5 places, pourquoi pas. Je prends cet exemple-là parce que c'est le plus marquant, c'est celui où il y a le plus d'écart et qui a le plus marqué les gens, je pense. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose de pas très clair sur la façon dont la FIA applique les pénalités, ou en tout cas pas tout à fait transparent et intelligible par tout le monde. Voilà, et sur cette question-là, il y a aussi le temps qui a été mis pour appliquer les pénalités qui a fait que ça a rendu les choses pas très claires, où 4h30 après la qualif, Esteban Ocon a mis un tweet en disant je voulais vous parler de ma position sur la grille, mais je la connais pas, donc je peux pas vous en parler. Et c'est plus ça plutôt que leur méthode, parce qu'après qu'ils aient leur méthode, qu'on la connaisse pas nous et qu'on ait tort, c'est pas un souci.
mais qu'on ait du mal à voir la grille même une heure après, alors que les pénalités sont connues avant, parce qu'on les connaissait parfois certaines des vendredis. Là, c'est un peu plus problématique. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Pierre, tu voulais parler tu nous parlais en antenne des dépassements qui étaient beaucoup plus nombreux que ce qu'on avait cru penser avec ces F1 2022 et ces trains DRS, notamment ce qu'on a vu il y a 15 jours en Belgique. Alors, il y a ça. Il y avait plusieurs pilotes, dont Hamilton, avec une déclaration un petit peu fracassante qui disait comme je risque d'être pris dans le train DRS, je pense que je vais prendre ma tablette et regarder quelques épisodes de ma série préférée. Bon, à vous de juger à un premier ou second degré. Après, il n'y a pas eu le seul train DRS, c'est celui qu'on a cité, c'est-à-dire Ricardo, Gasly, De Vries et Guan Yu Zhou. Après, sur le reste, ça allait quand même, hein. Donc, mais on a vu pas mal de dépassements. Mention spéciale à Carlos Sainz, qui a quand même fait un très gros début de Grand Prix. Il partait vraiment du fond. Au tour 10, il était déjà P7. Et avec des dépassements assez autoritaires. Il passe, par exemple, Ricardo juste avant Ascari. Il y allait au forceps. C'est gars, je m'impose. Voilà, ça sert à rien de résister. Là où, bon, pour Pérez, il est rentré très tôt, il a mis les hards. Donc ça a été une remontée un petit peu plus lente, plus progressive. Hamilton qui a fait durer ses médiums pendant une bonne partie pendant quasiment les 2 tiers de la course, pour ensuite mettre un train de soft. Il a littéralement à un moment donné avalé ses concurrents. Il passe c'est Gasly, je crois, et Ricardo. Et c'est Norris qui sort des stands et il me semble que c'est sur celui-là. Oui. Ouais. Donc, enfin, littéralement, il les avale et pour moi, c'est bon moment de la course. Voilà, il y va. Bon, ça remonte un petit peu en même temps l'estime de soi. Après, au niveau, enfin, sa place à la fin, pour moi, ça reste tout à fait honorable. Ce qu'on fait Sainz, Pérez et Hamilton, ça tient. C'est vrai que par rapport aux coéquipiers, ça, voilà, bon, c'est, comment dire, ça marque moins. Nouveau podium de Russell, échec pour Leclerc et nouvelle victoire de Verstappen. Sainz et Hamilton, ils finissent là où ils doivent finir, hein. Je veux dire, oui. Ils partent quasiment dernier et avant-dernier sur la grille. Alors pas tout à fait vrai, il y avait encore Tsunoda derrière, mais ils partent 18 et 19e. Ils finissent 4 et 5. On peut pas leur en demander plus, ils gagnent 14 positions. Pérez est peut-être un peu plus décevant parce qu'il partait 13e de mémoire et il remonte entre guillemets que 6e alors que son équipier gagne. Mais Sainz et Hamilton, Sainz a fait le show parce qu'on l'a vu toute la course faire des dépassements. Hamilton a été un petit peu plus discret avec une autre stratégie aussi, puisque tu l'as dit, il était en médium, il les a gardés très tard. Pour l'anecdote, il se débarrasse des médiums au même tour que Leclerc, sauf que Leclerc a commencé la course en soft. Donc le stint d'Hamilton en médium est aussi long que le stint de Leclerc en soft, plus son stint en médium. Bon. Peut-être un problème de stratégie là chez Ferrari, encore une fois. Mais moi je trouve que les deux finissent à leur place. C'est peut-être Pérez qui est un petit peu décevant. Ouais, c'est plus ça. Voilà, ils ont fait le show tous les deux. On a eu des beaux dépassements. Effectivement, ils sont remontés très vite. Sainz, je l'ai vu un moment sur le podium. Je pensais qu'il pouvait y aller. Peut-être que les conditions de course n'ont pas aidé, je sais pas, on saura jamais. Mais je pense qu'il avait peut-être un podium à dispo. Je suis assez d'accord avec ça. Et effectivement, on aurait pu même s'attendre à ce qu'il soit 5 et 6e Sainz et Hamilton. Et c'est plus Pérez qui s'est loupé alors qu'il partait 5 places devant eux sur la grille. Justement, revenons à cet abandon de Daniel Ricciardo dans le 47e tour, qui d'ailleurs confirme le Monza Curse, puisque après Leclerc qui vainqueur en 2019, abandonné en 2020, et Gasly vainqueur en 2020 qui abandonné en 2021, c'est lui, le vainqueur de 2021 qui abandonné en 2022. On attend l'abandon de Max Verstappen l'an prochain, donc. Mais là-dessus, il abandonne au 47e tour.
La safety car est déployée dans ce tour, alors avec un peu de latence, on doit avoir 30 secondes de latence, alors que on le voit sur le live s'arrêter, puisque la caméra était sur De Vries dans les virages et que De Vries était 2 places derrière lui, donc on voit De Vries le dépasser au ralenti. Et la FIA doit directement être sur sa caméra on-board avec la radio branchée. Ils doivent savoir que son écurie va dire stop de car. Enfin, là-dessus, il y a un petit temps de latence, mais à quoi est-il dû? On ne sait pas. Bref, c'est pas le plus grave. Ce qui se passe, c'est que du coup, la safety car sort fin de tour 47 et elle rattrape. Enfin, le Max Verstappen se met derrière elle fin de tour 51, puisque début de tour 51, lorsque la safety car est dans la première chicane, Max Verstappen franchit la ligne, mais il y a, je les compte en direct, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voitures entre les deux à ce moment-là. Donc elle a encore 7 voitures à laisser passer. Et on est déjà 4 tours après son déploiement. Et à ce moment-là, rien n'a été fait sur la voiture de Daniel Ricciardo, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas la déplacer à la main. Ce qui pose un problème. On voyait des commissaires autour. On voyait des commissaires autour. C'est ça. Et il savait pas quoi faire, il pouvait pas la déplacer à la main, elle était trop loin d'une sortie. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait réaliser qu'il n'y a pas de sortie entre les deux Lesmo. Il y en a une avant, une après, mais il n'y en a pas entre les deux, ce qui en est fait, peut-être c'est le pire endroit. C'est peut-être le pire endroit du circuit parce que tu es entre deux virages très rapides et avec pas beaucoup de visibilité. Et t'as pas de dégagement. Alors là, il y a peut-être un truc à travailler au niveau du circuit. T'as juste un accès grue, c'est tout ce qu'il y a. C'est ça. Et du coup, il fallait faire venir la grue, mais pour que la grue vienne, il faut que toutes les voitures soient à train réduit derrière la voiture de sécurité. Et la voiture de sécurité, du coup, comme j'ai dit, rattrape le pack en fin de tour 51. Et à ce moment-là, la voiture peut intervenir, la grue peut intervenir, mais pas si longtemps que ça intervenir. Et on se retrouve tour 52, fin de tour 52, avec les voitures quasiment prêtes à repartir. Sauf qu'il y a 2 tours de procédure. Le premier, c'est pour laisser les voitures retardataires passer. Revenir dans le tour. Donc ça aurait dû être fait au tour 53. Sauf que le tour 53, c'était le dernier tour. Et du coup, la relance aurait dû être faite tour 54. Sauf qu'il n'y ait pas de tour 54. Donc on était trop loin. Là-dessus, je vais vous demander vos avis. Moi, juste, je pense que là où ça a vraiment pêché, c'est dans les 4 tours pour rattraper, si on voulait terminer sous safety car ou si on voulait relancer la course, je parle dans cette configuration-là, Thomas nous parlera d'une autre configuration, mais si on voulait partir dans cette configuration-là, ce qui a pêché, c'est ces 4 tours. Comment ça se fait que Max Verstappen, il y a eu 4 tours pour qu'il se mette derrière la voiture de sécurité? Qu'est-ce qui a pêché du côté de la voiture de sécurité? Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas arrêtée, qu'elle n'a pas attendu un tour seulement? Là-dessus, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et c'est là où mes interrogations. Sur ce, messieurs, je vais laisser Thomas commencer, puisque c'est lui qui a l'avis le plus clair, je pense, sur la situation, et ce qu'il aurait voulu que ce soit. Alors, effectivement, ce qui m'a choqué, c'est vraiment le temps perdu derrière la safety car. À ce moment-là, et on l'a vu avec Vettel en début de course. Alors, Vettel s'arrête au meilleur endroit, il s'arrête à l'entrée quand il a son abandon mécanique, il s'arrête à l'entrée d'un poste de commissaire. Donc, les commissaires peuvent reculer la voiture sous VSC, et ça prend un tour peut-être, et c'est à ce moment-là qu'on a le premier arrêt de Leclerc. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on mette 4 tours à sortir une voiture. Alors, comme tu l'as dit, une fois que la grue était là, elle a dégagé la voiture très vite. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur la piste pendant ces 4 tours-là? Comment on a pu rater comment la safety car ait pu rater Verstappen? Comment toutes les voitures n'aient pas pu passer? Comment il pouvait rester des voitures encore entre Verstappen et Leclerc, etc. Pour moi, vu la situation dans laquelle la course était, je pense que la direction de course aurait dû très vite dire on met un drapeau rouge. Je pense que ça va faire débat, l'histoire du drapeau rouge, et j'ai déjà vu sur Twitter que tout le monde n'était pas d'accord, mais je pense que le drapeau rouge, il permettait de finir la course. Quand on est au tour 51-52 et que là on déclenche une safety car, évidemment on peut finir sous safety car, c'est pas choquant. Oui, on va éviter un Bakou 2021 surtout, qui est le grand n'importe quoi, où là effectivement s'il reste que 2 tours, tu termines sous safety car, c'est pas grave. Je suis pas fan de ça, mais là il restait 6 tours de course. Au moment où la voiture de Ricciardo s'arrête, il reste 6 tours. Et 6 tours d'un grand circuit, Enfin, Monza c'est 5 km 7 je crois. 5 km 8, ouais. Donc il reste quasiment 30 km de course. Et on n'est pas capable de faire, voire un peu plus, et on n'est pas capable de relancer des voitures et de finir une course. Et moi je trouve ça choquant, et on a déjà eu une blague ce matin avec la F3, et ça c'est pas au niveau d'une organisation mondiale, c'est pas au niveau du pinacle du sport auto qui est la F1. Je pense que, vu les conditions, on voit que la voiture de sécurité n'arrive pas à rattraper Verstappen, on voit que les commissaires n'arrivent pas à sortir la voiture, il faut faire venir la grue, etc. Fin du tour 49, on doit mettre un drapeau rouge. Après, sur la procédure, je pense que le mieux,
pour garantir un minimum d'intégrité sportive et ne pas avantager ou désavantager qui que ce soit, c'était de faire un départ lancé et non pas un départ arrêté. Et ça, il me semble que c'est à la discrétion du directeur de course, donc on avait la possibilité de le faire. Il n'aurait pas fallu faire un départ arrêté, mais un départ lancé. Et on repartait pour 3-4 tours. Allez, 3 tours, on va dire. Mais au moins, on avait une vraie fin de course, avec un petit peu de suspense. Peut-être un peu artificiel, je suis d'accord. Mais on avait une fin de course, une vraie fin de course, et pas cette mascarade sous safety car qui a duré 6 tours, où personne ne savait ce qui se passait, si ça partait, si ça partait pas. On a fait des arrêts au stand pour rien au final. Enfin bref, pour moi, c'était ni fait ni à faire. Et là-dessus, la F1 doit se poser les questions. Et c'est pas sur les pénalités que la F1 doit mettre sa priorité, là, mais c'est là-dessus. Parce que là, il y a une vraie enquête à avoir. Il faut que la FIA se refasse le fil pour comprendre ce qui s'est passé et ce qu'elle aurait dû faire. Pierre, sur le sujet. Pour moi, il y a 2 points à soulever. C'est-à-dire, il y a le premier point sur ce que tu as dit, Thomas, sur un petit peu comment ça se fait au niveau de la FIA que il y a besoin d'autant de tours pour que le leader de la course rattrape une safety car. Je pense que attendre devant la ligne droite de départ arrivée, ça aurait peut-être été le plus simple. Normalement, c'est le protocole, hein. Effectivement, tu as raison. Normalement, la safety car, elle se met en sortie, elle se met dans la voie d'insertion, elle s'arrête et elle chope le leader. Voilà, enfin, si. Alors, bon, on sait que par exemple, au niveau de la sortie des stands, tu as la première chicane qui arrive tout de suite. Bon, bah, dans ces cas-là, c'est pas grave, t'attends à la sortie de la première chicane. Mais au moins. Ouais, en plus, tu as tout l'échappatoire, elle peut se mettre là-dedans, effectivement, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Ça, pour moi, c'est le premier point. Et en effet, il y a un gros problème. Le deuxième point, pour moi, ça concerne en fait Monza. C'est-à-dire 3 tours pour faire venir une grue. Concret. Enfin, je veux dire, on est quand même à une ère où on arrive à communiquer facilement. Les 3 pauvres types, et encore, je les salue, parce que, sincèrement, c'est des bénévoles, hein. Donc 3 tours, tu vois les mecs passer. L'ESMO, c'est pas l'endroit, c'est pas le meilleur. On l'a dit, c'est pas le meilleur endroit. T'as 3 tours où tu passes des mecs, bon, ok, qui passent à vitesse réduite, mais bon, on parle quand même d'une Formule 1, on parle pas d'une course de 2 chevaux. T'es impuissant, t'es exposé aux yeux du monde. T'attends, il se passe rien. Ouais, mais Pierre, sur le sujet, est-ce que tu penses pas qu'ils attendent parce que justement les voitures sont toutes encore en piste et qu'on peut pas envoyer la grue quand les voitures sont en piste pour des raisons évidentes? Est-ce que c'est pas pour... Ouais, mais alors est-ce que là c'est pas l'occasion de mettre le drapeau rouge parce que justement les commissaires peuvent pas intervenir? C'est ce que non, mais c'est pour ça, ouais, voilà, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas de la faute des commissaires en soi là-dessus, quoi. C'est plus. Non, par contre, c'est peut-être la faute du circuit. Il faut peut-être un dégagement à cet endroit-là. Ouais, par contre, ça. Les 2 virages qui sont les plus accidentogènes du circuit, je pense qu'il faut mettre une voie d'engagement là. C'est pour ça que je disais, pour moi, le deuxième problème, c'est Monza. Pour moi, le problème de Monza, par rapport aux infrastructures, c'est ce qu'on a souligné, c'est ce qu'on a dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. Il y a un abandon à cet endroit-là. Je pense qu'il y a il a peut-être fallu un petit peu de temps par rapport à l'endroit où est située la grue, enfin où était située cette grue. Première chose. Pour l'intervention, bah oui, tant que tu as des bagnoles qui passent, tu peux pas lancer une grue au niveau de la piste, ça semble d'une logique imparable. Si c'est pas possible, vu que c'est un endroit assez risqué, oui, là, dans ces cas-là, déploiement du drapeau rouge, pour que ça puisse se faire dans de bonnes conditions, ou alors revoir pour un aménagement, afin que ce qu'on a vu cet après-midi, ça se reproduise pas, parce que concrètement, ça tue la fin de course. Par contre, tu dis que c'est le problème de Monza, c'est aussi le problème de la direction de course, parce que la direction de course inspecte le circuit, connaît le circuit par cœur, et elle sait les règles avec lesquelles il faut jouer. Donc elle sait si c'est possible de faire intervenir une voiture ou pas. Et j'ai souvenir par exemple du crash d'Hamilton en 2009, justement à l'ESMO 1, en fin de course. De mémoire, il se crache 2-3 tours avant la fin de course, et déjà là, on avait une course safety car. Alors c'était bien sûr bien plus tard dans le circuit, il y avait moitié moins de tours à faire, mais on avait le même cas de figure. Donc il y a un précédent, donc on sait comment est-ce qu'une grue peut intervenir sur le circuit à cet endroit.
Et donc c'est à la direction de course, à mon sens, de faire ce qu'il faut pour anticiper ça. Ils connaissent les circuits par cœur. Ils peuvent demander à Monza un ajustement, c'est pas le problème. Mais c'est aussi à eux de prendre leurs responsabilités, quoi. Parce que c'est pareil à Monaco, c'est pareil à Singapour, c'est pareil partout. Je suis assez d'accord. Je pense que pour moi, la priorité, parce qu'on parle beaucoup calendrier en ce moment, avec le calendrier 2023 qui devrait être publié. On a vu par exemple Spa faire de gros travaux cet hiver au niveau aménagement, resurfaçage, bac à gravier, machin truc. Bah, Monza, je pense que il serait peut-être temps que ce soit fait. Il y avait alors je sais pas si la BBC en a parlé, mais apparemment comment dire lors de la parade des pilotes il n'y avait pas assez de voitures. Ouais, mais ça c'est enfin je sais pas trop ça si c'est le circuit d'organisation. Je sais pas à quel point on peut mélanger et confondre. Là où je suis pas tout à fait d'accord, je pense pas qu'il y ait besoin de lancer des grands travaux juste pour mettre Non. un poste de marchand en Oui. plus. Ils ont déjà resurfacé, alors là-dessus c'est peut-être un peu débattable aussi, mais ils ont resurfacé à peu près 4 mètres au niveau de la trajectoire sur toute la piste. Mais voilà, c'est pas ce genre d'incident qui fait qu'il faut remettre complètement en cause le circuit et faire des grands travaux. Découper une barrière, mettre un coup de peinture orange et puis mettre une grue là, c'est pas grand chose, quoi. Je pense pas que Monza ait besoin de faire des travaux. Au contraire, le circuit est très bien comme ça. Il y a eu des discussions pour accueillir la moto, etc., avec des changements de la Curva Grande, etc. Ça n'a pas abouti, tant mieux. Voilà, je pense que là, c'est en partie effectivement le fait qu'il n'y ait pas de dégagement ici. Enfin, il n'y a pas de possibilité de mettre une grue ici. Et dans le même temps, la direction de course qui a pas l'air au courant ou qui fait pas ce qu'il faut. Non, mais Est-ce qu'il faut faire des travaux à Monza pour ça? Non, clairement. Pour revenir sur le débat, enfin, on est d'accord qu'on râle pas sur le fait qu'on termine sous safety car dans la plupart des cas, qu'il y a pas de que c'est pas quelque chose qu'on conspue et que appliquer le règlement à la lettre, c'est la meilleure chose à faire pour pas se retrouver avec une situation comme Abu Dhabi 2021 ou Bakou 2021. Vaut mieux ça. Voilà. Vaut mieux ça, oui. Voilà. La seule chose sur laquelle on s'interroge, c'est ces 4 tours de latence qui permettent de légitimer ce que dit Thomas, c'est-à-dire si dès le départ les commissaires savent qu'il leur faut un accès clair pour pouvoir amener la grue parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, est-ce qu'à ce moment-là il n'y a pas une transmission de fait à la FIA pour dire dès le tour 48 mettez un drapeau rouge et ensuite pour qu'on puisse voilà, on repart au tour 49, on relance sous safety car tour 50 et il reste 2 tours avec une relance sous safety car où Max Verstappen peut prendre l'avance qu'il veut, c'est pas un départ arrêté, voilà. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais juste qu'on applique le règlement, on n'a aucun problème contre, et c'est même mieux, puisqu'on se retrouve avec une situation non ubuesque, mais qu'on nous explique ces 4 tours de latence et pourquoi la voiture de sécurité a mis autant de temps à attraper Max Verstappen. Pourquoi elle ne s'est pas, comme l'a dit Pierre, mis dans la ligne droite de départ, et comme elle l'a fait au tour 51 en fait. Pourquoi est-ce que ce qui s'est passé au tour 51, ça ne se passe pas au tour 47 ? C'est ça la question. Moi, c'est plus ça que j'ai comme question. Que le fait qu'on termine sous safety car parce que ça annule la victoire de Leclerc. Enfin, ça, c'est plus une vision de tifosi qu'autre chose. Et le problème, c'est qu'on finit sous safety car en l'ayant commencé 6 tours avant, quoi. C'est ça. Le débat est là. Voilà. Mais alors après, je vais remettre une couche de poudre dans les cendres. Mais est-ce que la solution, c'est pas des slow zones limitées à 80 km/h? Bah ça peut être aussi parce que du coup tu ne fausses pas la course, tu mets une slow zone sur un... on sait qu'en plus la F1 a divisé ses secteurs en mini-secteurs, tu peux mettre une slow zone sur les mini-secteurs en question, tout le monde est au pit limiteur et tu permets un accès de la grue. Mais même si moi je reste pas trop fan d'avoir des voitures même à 80 quand il y a une grue. Question de Suzuka 2014, je préfère qu'on fasse autrement plutôt que ça. Mais effectivement, dans d'autres cas, est-ce que s'il n'y a pas besoin de grue, mais juste de commissaires en piste qui viennent pousser la voiture dans un échappatoire, est-ce que c'est pas aussi une solution? Peut-être. Mais là, il n'y a pas l'échappatoire. Enfin, faudra qu'on ait les tenants et les aboutissants, mais l'essentiel, c'est que la FIA doit nous donner un compte-rendu clair de la décision. Pourquoi, à tel tour, il s'est passé ça? Qui termine sous safety car, voilà. Qui s'est terminé sous safety car, c'est pas un problème. Mais pourquoi? C'est juste qu'on veut savoir. Je pense qu'on n'en entendra plus jamais parler, on n'aura jamais... La FIA fera rien à ce sujet. C'est malheureusement le problème principal et c'est malheureusement quelque chose qui est récurrent, peu importe la situation, on n'a pas vraiment d'explication de la FIA.
Messieurs, si on reparle du coup du vainqueur, Max Verstappen, Thomas, je me permets de me tourner vers toi, puisqu'avec Pierre, on avait fait un petit exercice à la fin du Grand Prix de Belgique, c'était imaginer à quel Grand Prix Max Verstappen allait être champion, et s'il pouvait remporter toutes les courses jusqu'à la fin de la saison. Donc, depuis, il y a eu 2 nouveaux Grands Prix, 2 victoires, mais je te laisse répondre à ces 2 questions. À quel Grand Prix sera-t-il champion, et peut-il remporter toutes les courses? À quel Grand Prix il serait champion? Je vois bien le Japon, ça serait une belle histoire. Là, il peut déjà être champion à Singapour, mais il faut que Leclerc finisse au mieux 8 ou 9e, donc hors abandon, j'y crois pas. Donc le Japon pourrait être un très bel endroit, surtout que c'est un Grand Prix qu'on n'a pas vu depuis déjà 2 ans. C'est le lieu du motoriste, etc. Donc moi, C'était j'ai envie de mettre pas une 2011 piécette sur le Japon. titre, le dernier titre qu'il y a eu au Japon, c'était 2011, c'est ça? Alors là, Avec je sais pas, Vettel et Red Bull? Il me semble que c'est... c'est possible, c'est possible. Là, comme ça, je ne saurais Possible. pas dire, mais c'est possible. Dans ce cas, pourquoi pas. Enfin, moi, je vois bien le Japon. Qu'est-ce qui empêcherait Verstappen de tout gagner? Bah, rien, en fait, parce que je pense qu'il n'était pas forcément favori ce week-end. Un, de par sa pénalité, et deux, parce que Ferrari avait quand même l'air bien en forme en qualif. Hein. Globalement, la pole de Leclerc était incontestable. Et même Sainz avait un très bon rythme, mais dommage qu'il ait pas eu une aspiration dans le dernier tour de qualif, parce il pouvait faire à la régulière un des 2 premiers temps et avoir une première ligne 100% rouge et jaune. Mais à part ça, non, je vois pas ce qui. Voilà, Verstappen arrive quand même très rapidement à remonter dans le peloton. Au bout de 5 tours, il était déjà deuxième, et encore, il a passé quelques tours derrière Russell. Donc il est irrésistible, sa voiture est irrésistible, son équipe est irrésistible. Euh, il a toutes les cartes en main, il est dans une confiance monstre, je pense. Il a toutes les cartes en main pour gagner. Et maintenant, il a nettement la meilleure voiture, en plus d'être, à mon sens, le meilleur pilote. Pourtant, je le porte pas du tout dans mon cœur, mais ça reste. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur pilote du plateau. D'un point de vue global, il a la vitesse, il s'est à peu près assagi dans les batailles en 1 contre 1. Il a l'intelligence de course, il sait rester calme, il sait attaquer quand il faut pas. Il arrive à donner en bataille juste ce qu'il faut pour mettre la pression à l'autre et se mettre dans la bonne position. Voilà, et là tous les circuits qui arrivent vont convenir à la Red Bull, ou en tout cas plus à la Red Bull qu'à la Ferrari. Voilà, ce serait presque décevant s'ils les gagnaient pas tous, si j'exagère un petit peu. Non mais blague à part, ouais, voilà, très déçu de la prestation de Ferrari ce week-end. Par le rythme en course. Encore une fois, en qualif c'était bon, mais en course c'était pas du tout bon. La stratégie était clairement discutable. Effectivement, au tour 14, oui, il fallait s'arrêter. Est-ce qu'il fallait s'arrêter pour mettre des médiums? Non, clairement pas. Parce que faire 2 arrêts, on l'a vu, ça marchait pas. Et les durs étaient clairement la meilleure option. Hein. Le dur ne perd quasiment pas de rythme au fil de la course, même sur 40 tours. Donc il fallait mettre ce pneu qui en plus était quasiment aussi rapide que le médium. Donc la solution était là, j'ai pas compris pourquoi Ferrari a mis les médiums. Sur la Mercedes de Russell, ça a très bien marché, et pourtant Russell s'est arrêté 10 tours plus tard, donc il n'y avait pas de raison. Et il était déjà aussi rapide que Leclerc, donc il n'y avait pas de raison que Leclerc soit en médium. Donc voilà, erreur stratégique de Ferrari, qui pourtant a fait des bons arrêts. Mais si ça continue comme ça, Ferrari n'a pas la voiture, n'a pas la stratégie, ils ont les pilotes, mais c'est tout. Pardon. Et Mercedes est encore trop loin. Donc Verstappen peut gagner tous les grands prix sans problème, à mon sens. Écoute, on rappelle juste que Pierre avait dit États-Unis et que j'avais dit Mexique, mais c'était avant ce Grand Prix d'Italie qu'on espérait voir remporté par Ferrari pour relancer un peu le championnat. Effectivement, là. On avance à chaque fois. Ouais, ça raccourcit. Dans 3 semaines à Singapour, on va dire on va avec ça. C'est que finalement, mon Mexique me paraît très loin désormais. Il lui faut 138 points d'avance, il me semble, pour être champion à l'arrivée de Singapour. Donc, et actuellement, il en a 107, je crois. Un peu plus. 127. 117, pardon, 117. 117. Donc 117, Grand Prix avec peut-être une bourde Ferrari ou un abandon. Non mais voilà, c'est ça, il faut que Leclerc soit au mieux 8 ou 9e. C'est ça. Donc si Leclerc abandonne, c'est joué. Et que Verstappen gagne, évidemment. Il faut que Leclerc gagne dans ce scénario. Que Verstappen gagne dans ce scénario. Et à Suzuka, normalement avec 112 points d'avance, normalement c'est bon. Ouais. Donc, enfin, moi je salue les choix stratégiques de Red Bull, première chose, enfin, notamment pour Verstappen. J'ai été très très étonné du rythme de Verstappen en médium quand j'ai vu à quel point Leclerc galérait à remonter avec des softs, alors que les softs, normalement, sont quand même réputés pour être un peu plus rapides.
Bon, Ferrari le fait rentrer, je me dis bon ok allez, il faut peut-être un tour et demi pour les chauffer. Et puis bah après il va reprendre quasiment une seconde au tour. Non, il reprenait pas une seconde au tour, il était aux alentours de 2-3 dixièmes, peut-être 5 par moment, mais c'était très irrégulier. Donc et la Red Bull avait plus de traînée il me semble. Ouais, c'est ça. Bah, ça me rappelle un petit peu la stratégie de Red Bull il y a quelques années de ça. Il me semble que c'était en 2011 quand Vettel avait gagné, où en fait ils avaient fait le choix de mettre alors plus de traînée, je me souviens plus, mais ils avaient fait le choix, je crois, d'une boîte de vitesse très courte, ce qui permettait de passer les rapports très vite, et c'est apparemment ça qui lui avait permis, entre autres, de gagner Ouais. face au Ferrari. Alors, on peut plus jouer sur le rapport de boîte, mais Ouais. effectivement, il y avait beaucoup d'appui sur la Red Bull ce week-end. Verstappen était imbattable dans le deuxième secteur et Mhm. était pas très loin finalement dans le premier et le troisième qui sont composés majoritairement de grandes lignes droites. Donc oui, dans les deux Lesmo, en fait, on va pas se mentir, c'est dans les deux Lesmo que Verstappen faisait la différence. Et par rapport au rythme des pneus, effectivement, tu as tout à fait raison. Les softs étaient a priori un dixième plus rapides que prévu en course. Et donc l'écart théorique entre des pneus neufs, entre des softs et des médiums, était de 5 dixièmes à l'avantage des médiums, évidemment. Et finalement, quand Leclerc s'arrête pour mettre des softs, Verstappen a déjà 7 ou 8 tours sur ses pneus, donc ils sont un petit peu usés, ces médiums. Et donc oui, il devrait être à ce moment-là. Leclerc devrait être 6 ou 7 dixièmes plus rapide. Et en fait, oui, comme tu l'as dit, ils sont entre 0 et 3 dixièmes d'écart à chaque tour. Donc assez incompréhensible. Et un gros manque de rythme sur cette Ferrari sur la fin de course. Alors, manque de rythme, je soulignerais également les échanges radio entre Sainz et Leclerc. C'est-à-dire, Sainz, à un moment donné, prend la radio et il demande à avoir les softs. C'est tranchant, c'est-à-dire, on ne tourne pas autour, c'est hop. Alors qu'avec Leclerc, c'est bon, bah écoute, on va passer si Verstappen passe au plan B, nous on passe au plan C. Qu'est-ce que t'en penses? Euh, et il me semble que c'est sur la RTBF, il disait chez Ferrari du temps de Braun, Todt et Schumacher, ça serait jamais passé un truc comme ça. Quelqu'un comme Braun, s'il prenait la radio et qui disait à son pilote, bon, tac, on fait ça, jamais de la vie il aurait demandé l'avis de Schumacher. Schumacher aurait exécuté et puis c'est bon. Alors oui, Donc, je suis pas tout à fait d'accord pour deux choses. C'est que, à l'époque, on avait des vrais pneus. On n'avait pas des Pirelli qui étaient très oui, difficiles à prévoir et parfois incompréhensibles. bah on le voit, on le Ça, à voit. mon sens, du coup, c'est un gros écart. Non, mais et sérieusement, ce qui fait que, du coup, le feedback du pilote est très important pour la stratégie. C'est le pilote qui est derrière le volant. C'est aussi à lui de dire et de donner l'info à l'écurie, de dire, bon, bah, c'est bon, je peux gagner encore un peu de temps sur ces pneus. Là, je conserve un peu, j'en garde pour la suite, je suis au bout, ils sont morts, machin, etc. Donc, faut se méfier parce qu'on n'a qu'une partie des communications Oui. entre un pilote et le muret des stands. Le fait que Ferrari demande son avis à ses pilotes, quelque part, c'est un retour d'information. C'est peut-être un peu maladroit, mais ça reste un retour d'information qui est très précieux, qui me choque pas pour ajuster une stratégie. Et finalement, comme il y a un Gugus derrière le volant et il y en a qu'un par voiture, eh ben, c'est pas déconnant qu'il ait le dernier mot, quoi. Donc je nuancerai un petit peu ces propos qu'on a déjà vus en plus, hein, parce que effectivement Alonso il y a 10 ans faisait déjà la stratégie ainsi que la pluie et le beau temps chez Ferrari, mais c'est pas le seul, il y en a beaucoup des pilotes qui ont fait ça. Et tu peux plus être à la période de la Hongrie 98 où Braun demande à Schumacher de faire 18 tours de qualif et Schumacher fait 18 tours de qualif, ça marche plus. Ou Manicourt 2004, ça c'est des trucs qui n'existent plus parce qu'on n'a plus les pneus pour le faire. Donc le fait qu'il y a un échange sur la qualité des pneus et sur les stratégies, à la limite pourquoi pas, ça montre au moins qu'il y a de l'interaction et que tout le monde prend en compte l'avis de tout le monde, et qu'il y a un vrai échange et que Ferrari est pas borné et les yeux rivés derrière leur PC et leur tableau Excel et finalement ne regarde pas ce qui se passe en course. Je préfère que ça soit comme ça, même si c'est peut-être un petit peu maladroit. Mais c'est Oui, que mon mais avis. est-ce que tu préfères un Sainz qui dit, bon les gars, ok, on s'arrête, mais par contre, je prends ça comme pneu, ou alors l'ingénieur de Leclerc qui dit, bon bah écoute, si machin il fait ça, nous on fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Bah, d'un côté, je suis mitigé parce que d'un côté, quand Sainz dit je veux tel pneu à tel tour, machin,
ça montre qu'il fait le boulot de la place de Ferrari et qu'il y a un petit problème. D'un autre côté, Leclerc, je trouve, suit un petit peu trop la stratégie de l'équipe, même si elle est mauvaise, et ça lui a joué des tours, je pense particulièrement à Monaco ou à Silverstone. Et donc là, peut-être que Leclerc doit s'améliorer un petit peu sur sa lecture de course et sur sa capacité à prendre des décisions stratégiques importantes et cruciales. C'est peut-être ça qui manque à Leclerc aujourd'hui pour être un pilote excellent et vraiment dans les 2 meilleurs ou les 3 meilleurs. Il est peut-être un tout petit peu derrière actuellement. Je pense qu'il lui manque ça. Je sais pas quoi te répondre par rapport à ta question parce que je trouve que dans les deux cas, dans le cas de Sainz, il y a peut-être un petit défaut du côté de Ferrari. Dans le cas de Leclerc, il y a peut-être un petit défaut du côté de Leclerc. Il faudrait un mélange des deux pour que ça soit parfait, à mon sens. Pour clôturer sur ce qu'on disait, d'ailleurs, vous parlez d'Alonso, j'en profite juste pour dire qu'on a eu encore une magnifique communication en radio d'Alonso qui demande est-ce qu'il y a un problème sur le moteur, et Alpine lui dit tout est normal, il fait waouh, comme si le moteur était absolument nul quand tout était normal. Enfin, c'était pas du niveau du GP2 Engine, mais c'était quand même une belle petite pique de Fernando. Pour terminer, dommage d'ailleurs, il était 6ème au moment de son abandon, faut le noter. Il faisait une belle course, il était dans le train DRS lui aussi. C'est dommage qu'il soit pas là. Absolument. J'aimerais qu'on parle de Nyck de Vries pour terminer. Nyck de Vries qui faisait son premier Grand Prix de F1, le champion de F2 2019, qui avait face à lui dans l'autre voiture Williams, Nicolas Latifi, 3e saison en F1, on le rappelle. Et Nyck de Vries devient le 2e pilote cette année à marquer des points pour Williams après Alex Albon, le pilote qui le remplaçait. Donc, nous avons donc 3 pilotes chez Williams qui ont couru pour l'écurie pour l'instant cette année, 2 qui ont marqué des points, le 3e étant Nicolas Latifi. J'aimerais qu'on parle un petit peu du coup de la performance de Nyck de Vries et qu'on la mette en comparaison avec celle de Latifi. Vas-y Thomas, je te laisse commencer. Alors, déjà, je pense que Latifi, ça reste un bon pilote. C'est pas un pilote moi, qui m'émoustille plus que ça, mais ça reste un bon pilote. Mais c'était le meilleur week-end pour lui pour venir un petit peu au pied levé dans la Williams. La Williams, on sentait qu'elle avait un coup à jouer sur les circuits rapides et en ligne droite. Et elle l'a montré. Et je pense que c'est dommage de ne pas avoir vu Albon dans la voiture parce que Albon aurait pu être vraiment très intéressant dans ce train DRS lui aussi. Donc voilà, je pense que De Vries était au bon endroit au bon moment. Maintenant, il ne faut pas non plus diminuer sa performance parce que ça a été fait, il a été annoncé à 1 heure des essais libres 3, donc il n'a pas eu énormément de préparation non plus, même s'il avait fait les FP1 dans la voiture de Vettel la veille. Il a fait une très belle qualif, il fait 13ème de mémoire et ça se retrouve P8 sur la grille avec les pénalités. Il n'a pas perdu de place au départ, ce qui pour un premier départ en F1, je crois qu'il partait en soft, mais même comme ça reste très, très honorable. Il fait une très belle course, il fait durer ses médiums, les médiums à la fin étaient rincés, on voyait en on-board, les pneus étaient dégommés, la voiture c'était un vrai veau, elle n'en pouvait plus dans les virages, elle tournait pas, elle n'avait pas de grip, etc. Il est resté dans le train DRS, il avait lâché Guan Yu Zhou et il était revenu sur Gasly en profitant un petit peu. Je trouve qu'il a très bien joué le moment où Verstappen a doublé tout ce train Zhou, De Vries, Gasly. Je trouve que De Vries a été le plus intelligent sur la gestion de cette phase-là de la course parce qu'il avait décroché de Gasly avant, il était revenu dans le DRS de Gasly, donc il était très dangereux. Il aurait peut-être pu aller dépasser Gasly pour la 8ème place en fin de course. Donc pour moi, carton plein pour De Vries, il a fait exactement ce qu'il fallait faire et même un peu plus, et il a ridiculisé Latifi puisque lui est passé en Q2 alors que Latifi a fini 16ème de la Q1, donc il a été éliminé évidemment. Latifi termine 15ème à un tour, simplement derrière lui il y a Magnussen qui a eu une course calamiteuse de A à Z, mais donc Latifi est l'avant-dernier des voitures qui terminent. Clairement une course à oublier, peut-être une saison à oublier, peut-être une carrière à oublier chez Latifi, mais là c'est pas possible d'avoir un tel écart avec un rookie qui arrive au pied levé dans une voiture qu'il connaît pas. Si ça avait été Albon, on n'aurait peut-être rien dit. Enfin, si ça avait été De Vries et Albon, on n'aurait peut-être rien dit sur De Vries. Là par contre c'est très grave ce qui se passe pour Latifi. Je pense que ses jours en F1 sont comptés. Pierre? Assez impressionné. On a la voiture 45 pilotée par De Vries qui suit le rythme. Alors il était dans le train où il y avait Ricciardo, Gasly et Alonso en début de course, et puis il était quand même assez menaçant sur Gasly sur la fin. Il y avait Joe juste derrière, mais
très bien. Et pendant qu'il y en a un qui se bat avec une AlphaTauri, éventuellement pour taper une P9, il y en a un qui joue avec, qui se fait passer par une Haas et on est loin. Donc, De Vries, c'est une piste intéressante. Pas encore peut-être le niveau pour aller chez Mercedes, même si on sait que chez l'Étoile, on réfléchit à l'après Hamilton, on va dire. Mais une très très bonne prestation qui pourrait peut-être déboucher sur un volant. Et je salue sa capacité d'adaptation parce que passer d'une Aston Martin juste après sur une Williams, c'est pas facile. Il a très bien réussi l'exercice et donc arriver du coup dans les points. Que demander de plus? Premier pilote à conduire 2 voitures dans le même week-end depuis 76 ou 77. C'est un petit événement, ça n'arrive pas tous les jours. Et il a marqué des bons points dans tous les sens du terme. Et puis peut-être se pose la question aussi de le mettre à l'essai à la place de Latifi sur certaines courses d'ici la fin de saison, puisqu'on sait que dans la configuration actuelle de la F1, les écuries se portent beaucoup mieux financièrement, n'ont pas forcément besoin d'avoir des pilotes payants si jamais ça dépend des montants et du niveau des pilotes, mais évidemment un pilote qui est excellent et qui ramène de l'argent, c'est toujours à prendre. Mais tu l'as dit, Thomas, Latifi c'est pas un mauvais pilote, mais est-ce qu'il a le niveau par rapport aux 19 autres du plateau? J'ai l'impression qu'il est un peu en retrait. Depuis le début de la saison, on l'a vu faire des erreurs que beaucoup d'autres pilotes n'ont pas fait, et moi je serais curieux de la part de Williams d'essayer De Vries d'ici la fin de saison. Parce que pour 2023, Sargent n'est peut-être pas mûr tout de suite, et ce serait un bon moyen d'avoir un deuxième bon pilote. De Vries est pas du niveau pour aller chez Mercedes, loin de là, mais il peut faire le taf en F1 peut-être plus qu'un Nicolas Latifi, et c'est tout ce qu'il faut à Williams pour sortir de la dernière place au classement pilote, donc au classement constructeur, pardon. Donc moi je l'essaierai sur d'autres courses d'ici la fin de saison, mais je ne sais pas si Williams le fera. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur ce week-end du Grand Prix d'Italie, dernier Grand Prix européen de la saison, messieurs. Non, un peu un goût d'inachevé, mais ça va faire plaisir aussi de démarrer sur la tournée asiatique. C'est vrai que Singapour et Suzuka, ça fait quand même un petit moment qu'on les a pas vus. Donc et puis revenir sur ce qui a été le premier Grand Prix de nuit. Et oui, et le vrai Grand Prix urbain de nuit, sur un circuit bosselé et pas sur une piste toute belle, toute le Monaco asiatique. Voilà. C'est le vrai circuit de nuit, rien à voir avec Jeddah. On a hâte quand même de retourner à Singapour, c'est une ambiance particulière. On espère une belle course, parce que Singapour c'est aussi à double tranchant, il peut y avoir des purges de temps en temps, et avec CF1 beaucoup plus large, je ne sais pas ce que ça donnera. En tout cas, on se reverra d'ici 3 semaines du coup, il me semble, pour le prochain Grand Prix. 2 octobre. C'est ça, voilà, puisque normalement nous devions avoir un Grand Prix une semaine avant, mais les événements politiques ont fait que le Grand Prix de Russie a été annulé à juste titre. Messieurs, je vous remercie d'avoir fait cette émission avec moi. Merci à toi Clément pour l'invitation. Et merci également Clément, et puis comme d'habitude, pouce bleu et puis la petite cloche pour continuer à suivre les aventures de Multi21. Tu m'ôtes les mots de la vrai bouche. youtubeur. Allez, bonne semaine, salut. Bonne semaine, au revoir. Salut.